Bonjour, Karachi, Bettencourt, Cahuzac, Taqi-Eddine. Si vous avez entendu parler de ces affaires de corruption, c'est peut-être en grande partie grâce à mon invité aujourd'hui, Fabrice Arfi. Fabrice Arfi est chef du service d'enquête à Mediapart, ainsi qu'un journaliste, un site web d'information et d'opinion créé en 2008 pour prôner une radicalité démocratique. Ceci dans un pays, la France, où la démocratie est de basse intensité, selon un des fondateurs de Mediapart. Arfi est aussi auteur d'un nouveau livre, Le sens des affaires, Voyage au bout de la corruption, aux éditions Calment-Lévy. Il s'agit d'un récit où il révèle, à travers ses enquêtes, les raisons pour lesquelles il est devenu journaliste d'investigation, ses méthodes, ses métiers peu connus ou méconnus en France. Bienvenue dans nos studios aujourd'hui. Merci. Il y a une longue tradition de journalisme d'enquête en France, d'investigation, mais malgré cela, j'ai l'impression que vous êtes très, très, très peu nombreux. Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois qu'il y a des explications à la fois culturelles, où la conception parfois journalistique et d'une forme de journalisme en France est celle qui est proche du pouvoir, tout contre elle, et qui chronique un peu cette cour du roi et dans notre monarchie républicaine qui est la Ve République. Et puis, il y a un problème qui se pose au journalisme dit d'investigation, d'enquête ou même d'information, peu importe le terme que l'on utilise, d'un point de vue capitalistique en France, quand on voit que beaucoup de grands médias, de très grands médias, la plupart, qu'ils soient écrits, audiovisuels ou à la radio, appartiennent à des groupes industriels dont le cœur d'activité n'est pas l'information, mais c'est de vendre des armes, du BTP, la banque, la téléphonie mobile. Mediapart appartient à qui ? Mediapart appartient à Mediapart. Mediapart est totalement indépendant et appartient à ses fondateurs actionnaires, à ses journalistes. Vous n'êtes sous la tutelle de personne. On est sous la tutelle de personne, ni d'un point de vue capitalistique, ni du point de vue de la publicité, puisque nous n'en avons pas. Voilà, donc on n'a aucun fil à la patte économique de ce point de vue-là. Je dis ça pas pour dire du mal de mes confrères, puisque j'ai des confrères absolument merveilleux dans tous les médias dont j'ai pu parler avant. Ça n'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un écosystème en France médiatique qui n'est pas sain quand on veut travailler précisément sur certaines folies du capitalisme financier et sur la corruption. Vous écrivez dans votre livre qu'en fait, la corruption au sens large, c'est un braquage de l'idée même de la démocratie. C'est intéressant parce que, d'autre part, on peut dire que la société française, les Français, en fait, ils sont plutôt tolérants vis-à-vis et de la corruption et des malversations. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est moi qui le dis ? Non, vous avez raison et on a des exemples concrets. On a vu des élus à gauche comme à droite être réélus alors qu'ils étaient pris dans les filets de la justice ou pour certains condamnés. Je pense à M. Balkany à Levallois-Perret à côté de Paris ou à M. Guérini dans le sud de la France à Marseille. C'est un révélateur qui nous fait mal, qui fait mal à tout le monde, qui fait mal aux citoyens mais qui fait mal également aux journalistes. Parce que si ces choses-là se passent, c'est parce que nous ne faisons pas assez la pédagogie, nous journalistes, mais aussi notre système politique. Nous ne faisons pas la pédagogie des ravages de la corruption, y compris pour les citoyens. Tous les citoyens, et il faut bien le comprendre, sont les victimes invisibles au quotidien de la corruption. D'un point de vue symbolique, ça participe d'une énorme fatigue démocratique vis-à-vis de ceux qui nous représentent en notre nom, mais aussi d'un point de vue concret, l'argent, nous payons tous la corruption. C'est ça. Il y a en fait l'idée en France que la classe politique est un peu de mèche avec les journalistes. Disons que... Ou plutôt l'inverse. Les journalistes sont de mèche avec les hommes politiques. C'est vrai qu'il y a une partie du système médiatique qui fricote, qui est proche du pouvoir politique et certaines lignes maginaux ne sont pas tracées parce que nous sommes aussi dans une culture journalistique qui, à mon sens, trop dans le déclaratif. Le politique a dit, on parle de séquence, comme dans des films, la séquence politique du moment. La séquence, c'est un terme de montage. Et ensuite, on laisse tomber. Moi, je pense que le journaliste est une forme d'instituteur du réel qui est là précisément pour aller voir ce qu'il y a derrière les mots, derrière les discours. Et que nous devons mettre des faits sur la table, à condition qu'ils soient évidemment vérifiés et d'intérêt public, non pas pour accoucher la parole de celui qui est en haut, qui a déjà
déjà la puissance de la communication, mais pour mettre de l'intranquillité, de la bonne intranquillité dans notre pays, parce que c'est comme ça que ça fonctionne la démocratie, c'est pas une pierre de marbre qui ne bouge pas et qu'on ne questionne qu'au moment des élections où il y a des grandes campagnes électorales qui ressemblent de plus en plus à des spots publicitaires. Ça se questionne toujours. Et de ce point de vue-là, les affaires, pour moi, sont comme des crash tests. Vous savez, quand on veut faire une voiture, on l'envoie contre un mur pour voir si elle est solide. Ben pour moi, les affaires, c'est ça. C'est ce qui nous permet de voir si la carrosserie de notre démocratie et de la République, elle est solide. Et elle ne l'est pas. Parlons d'une de ces affaires, l'affaire soi-disant Karachi, où la vente d'armes au Pakistan dans les années 90 aurait servi à financer la campagne présidentielle de l'ancien Premier ministre de l'époque, Edouard Balladur. Et en fait, vous êtes tombé un peu par hasard sur les documents clés dans cette investigation. Racontez-nous comment. Ben, en fait, c'est la démonstration que le journalisme, c'est aussi avoir du temps pour en perdre, c'est-à-dire être dans cette inutilité du temps, d'où peut surgir à tout moment l'inattendu, la découverte. Et là, il se trouve qu'avec mon confrère Fabrice Lhomme, qui est aujourd'hui au journal Le Monde, nous travaillons sur une histoire d'espionnage un peu banale au sein de une entreprise d'armement française, et dans un cabinet d'un avocat que je ne cite pas, mais on arrive à compulser des centaines, des milliers de documents, et nous tombons par hasard sur 2 notes. Des centaines de milliers de documents et c'est juste les banques. On a perdu beaucoup de temps. Et par hasard, on est tombé sur un document qui, en effet, sera à l'origine de ce qui deviendra plus tard le volet financier de l'affaire Karachi, d'une immense histoire de détournement d'argent d'un gouvernement sur les ventes de l'État. Et on enquête toujours. Alors, on enquête toujours, et ça, c'est très intéressant. L'enquête sur le volet non ministériel de l'affaire est terminée, c'est-à-dire que tous les seconds couteaux, la doublure de M. Sarkozy, la doublure de M. Balladur, la doublure de M. Léotard, qui étaient les premiers ministres, ministre du Budget, ministre de la Défense, eux, les conseillers politiques, vont être jugés vraisemblablement l'année prochaine. Mais l'enquête sur les ministres que je viens de citer ne fait que commencer en France, parce qu'il y a un tribunal d'exception dans notre pays, la Cour de justice de la République. Que vous voulez supprimer. Mais bien sûr, mais que même le candidat Hollande voulait supprimer avant de devenir président, il ne le fait pas. Nous avons un tribunal d'exception pour les ministres qui ne sont pas poursuivis comme n'importe qui devant les tribunaux de droit commun. Ils ont droit à cette petite cour particulière qui, quand il y a un procès, que les téléspectateurs comprennent bien, ils sont jugés par des magistrats, mais en majorité par des députés. C'est-à-dire, ils se jugent entre eux quand il y a procès. En tant qu'Américain, je peux vous dire qu'aux États-Unis, on a quelque chose qui s'appelle une loi, la Freedom of Information Act, la loi pour la liberté d'information. Et c'est une loi qui oblige les agences fédérales américaines à transmettre des documents à quiconque en fait la demande. Ça n'existe pas en France. Ah, ça n'existe pas en France. Et c'est considéré par une bonne partie de la classe politique, le Freedom of Information Act, comme quelque chose d'insupportable. Pourquoi ? Mais parce que ce serait le début du totalitarisme. Vous savez, à droite comme à gauche en France, j'entends dire, mais la transparence, c'est le début du totalitarisme. Mais moi, j'ai cru comprendre précisément que la transparence sur les affaires publiques et l'opacité sur la vie privée, c'était la démocratie. Et que le totalitarisme, c'était l'inverse. La transparence sur la vie privée et l'opacité sur la vie publique. Et nous avons besoin en France d'un FOIA. C'est urgent que dans notre pays, on doive considérer que dans la sphère publique, les responsables doivent rendre des comptes. Et nous devons, nous, citoyens, savoir. Et dans ce grand écosystème, les journalistes sont les messagers. Il y a également un article dans la loi française, vous en avez écrit, l'article 40, oui, si on ne dénonce pas un fait de corruption dont on a connaissance, on est complice de cette même corruption. Alors, ça c'est ce qu'il faudrait faire. C'est qu'il existe dans le Code de procédure pénale français un article, l'article 40, comme vous dites, qui dit que toute personne dépositaire de l'autorité publique, un fonctionnaire ou un membre de cabinet dans un ministère, qui est témoin, par exemple, de la corruption, doit le dénoncer au procureur de la République. Il en a obligation. Mais s'il ne le fait pas, c'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Donc, c'est un article qui ne sert à rien. Aux États-Unis, par exemple, dans la grande loi qui existe dans la lutte contre la corruption, le témoin d'une corruption qui ne la dénonce pas est pénalement complices de cette corruption. Est-ce que les lanceurs d'alerte sont protégés en France ? Non, les lanceurs d'alerte sont trop peu protégés, bien qu'il y ait eu des petites évolutions législatives après l'affaire Cahuzac, mais on est encore très très loin du compte. Et j'ai une liste interminable que pourrais vous donner de lanceurs d'alerte dans la banque, dans la fonction publique, dans des ministères, dans des conseillers généraux, dans des collectivités locales, dans des grandes entreprises qui ont dû payer le prix de leur courage, qui est le courage de la vérité, de dire les choses. Et ce sont eux
qui sont harcelés, qui sont évincés, qui sont marginalisés, qui sont maltraités, alors que c'est à eux que nous devrions remettre des légions d'honneur dans notre pays. Et quelles ont été les conséquences pour vous de vos enquêtes ici en France ? Bon, on a un peu tout connu à Mediapart depuis 7 ans. On a connu les menaces, nous avons connu les cambriolages au journal, nous avons connu les espionnages, la surveillance, nous avons connu la violence verbale d'État. Nous avons été traités par un certain nombre de membres de gouvernement, de presse fasciste, du pire des années 30. Et puis nous avons connu aussi l'isolement. Un isolement fabuleux, ça c'était sous une présidence de gauche au moment de l'affaire Cahuzac, où l'accusé numéro 1 de nos propres révélations, c'était Mediapart. C'était nous le danger pour la démocratie. Nous étions, je vous cite ce qu'on m'a beaucoup dit, des procureurs au petit pied ou des Torquemada, alors que nous ne faisions que notre métier. Enfin, votre métier. Le peu de temps qui nous reste, vous venez avec vos confrères de Mediapart. Mediapart venait de lancer une pétition contre la corruption et vous étiez rejoint par beaucoup de magistrats, de policiers, de sociologues, d'économistes. Brièvement. Brièvement, on a lancé avec un confrère de la Croix et de France Inter un appel, nous citoyens contre la corruption, pour dire que c'est un enjeu politique majeur qu'il faut mettre à l'agenda de notre pays, au même titre que la lutte contre le chômage ou la lutte contre les déficits publics, parce que d'ailleurs, c'est parfois lié. Et donc, nous ont rejoint des grands noms comme le procureur de Palerme, l'Italien qui vient nous tendre un miroir, dire il n'y a pas que l'Italie de Berlusconi. Et ces questions se posent partout. Nous avons des policiers, des magistrats, des sociologues, des criminologues, des philosophes. Toute cette question nous appartient et chacun peut venir signer cet appel sur Mediapart. Fabrice Arfi, voilà, journaliste à Mediapart qui vient de publier un nouveau livre, Le sens des affaires, Voyage au bout de la corruption. Et la corruption maintenant à l'agenda du jour pour la France. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui à le studio et je vous remercie d'avoir regardé l'entretien sur France 24.